Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous accueillir à ce webinaire dédié à Vectorworks. C'est une journée particulière pour nous aujourd'hui puisque c'est l'inauguration de nos nouveaux bureaux à Paris. Donc, on est tout content d'avoir organisé une journée porte ouverte qui a démarré depuis ce matin. Et on a pensé à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir voir nos nouveaux bureaux assez confortables. Je vous invite à venir si vous le pouvez. Mais on a pensé à vous qui ne pouvez pas vous déplacer et on a organisé une série de webinaires. Donc, on a un troisième webinaire qui se lance là, notamment sur Vectorworks, qui va nous permettre de voir les deux versions majeures de Vectorworks, qui sont la version architecture et la version Spotlight. Donc, j'ai à côté de moi quelques membres de l'équipe de Design Express France, notamment Philippe Breul à mes côtés. Et derrière nous, vous verrez Adam tout à l'heure qui présentera la version Spotlight. On va commencer par une démo sur la version architecture. Alors, le principe du webinaire, c'est que on fait une présentation pendant à peu près 45 minutes, pendant lesquelles vous pouvez éventuellement poser des questions, qu'on retient, vous posez vos questions par chat, bien sûr, et on retient vos questions pour y répondre en fin de webinaire. On consacre un petit quart d'heure à la question-réponse. Et ensuite, après ce premier slot, on aura une deuxième présentation par Adam de la version architecture avec le même fonctionnement. Spotlight, pardon. Oui, Spotlight. Donc, parole à toi, Philippe. Tu es donc normalement formateur sur Vectorworks. Oui, entre autres. Je crée aussi du contenu multimédia. C'est ça, exactement. Tu t'occupes notamment de la francisation de la version française, c'est ça? Tout à fait. Et donc là, tu vas nous présenter Vectorworks de façon un petit peu générique. Alors, en fait, le détail de cette prestation, je l'ai conçu d'une certaine manière, parce que c'est vrai que présenter Vectorworks en 45 minutes, c'est un peu une gageure. Mais on va essayer à travers une présentation sur 10 points. Je vais proposer ici les 10 points que je voulais traiter. Et à travers ces 10 points, je vais faire deux secteurs. Il y aura une première partie qui sera plutôt des généralités. Okay. Et à partir du 5e ou 6e point, on va commencer à rentrer dans un projet vraiment architectural. Parce qu'en fait, Vectorworks a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'en fait, on pourrait travailler très bien qu'avec des outils 2D. On a beaucoup d'utilisateurs qui travaillent en 2D. Ils sont très sensibles aux outils de dessin 2D, aux attributs graphiques, etc. Et moi, j'avais choisi de présenter ça au départ pour montrer les deux plateformes. Et après, on va rentrer dans un projet architectural beaucoup plus complexe pour montrer les deux pendants en fait, du produit. Très bien. Voilà. Alors, ce que je souhaiterais faire, c'est dans un premier temps, c'est vous montrer déjà l'interface de travail pour expliquer un petit peu ce qu'on a sous les yeux. L'interface de travail de Vectorworks, vous la voyez telle qu'elle est là. C'est une interface relativement aisée à comprendre. Elle est assez simple, elle est assez intuitive. Et je vais en détailler sommairement en fait, le contenu. Et en fait, cette interface-là est totalement modifiable. Ça veut dire que le Vectorworks, c'est un logiciel ouvert. Donc, je vais pouvoir décider de rajouter des barres d'outils, des menus, de modifier les menus existants, de rajouter ce que j'ai envie de faire, de créer l'interface qui me convient ou qui peut complètement ou qui peut convenir à une agence qui décide que tous les collaborateurs aient une interface globale pour que tout le monde évite de naviguer dans des fonctionnalités qu'il n'aurait peut-être pas besoin d'utiliser. Alors, je veux juste faire une présentation rapide ici. On a ici ce qu'on appelle une palette des outils de base. C'est le point d'entrée du logiciel. La palette des outils de base, en fait, à elle seule, elle va regrouper des outils pour dessiner, des outils pour modéliser, pour modifier et des outils pour naviguer. Donc, c'est une palette qui va regrouper, si on veut, l'essentiel des fonctionnalités pour commencer, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de choses après. Et c'est une palette qui contient des outils hybrides, c'est-à-dire qu'en fait, cette palette-là, elle va utiliser des outils qui vont changer de comportement selon la manière dont on s'en sert. C'est-à-dire que si je veux dessiner, par exemple, un objet, puis je veux faire une symétrie, eh bien, la symétrie, elle ne sera pas pareille si je suis dans un univers en vue en plan ou si je suis dans un univers 3D. L'outil va changer automatiquement de comportement et je n'ai pas un outil selon la manière dont je veux travailler. En fait, c'est complètement hybride. Alors, c'est une palette qui est très intéressante parce qu'elle, toute seule, déjà, on peut faire beaucoup de choses, mais on en verra un petit peu plus tard. Et après, ici, on va avoir ce que l'on appelle des palettes d'outils complémentaires. Alors, il y a beaucoup de palettes ici.
On a par exemple ici des palettes pour faire de la modélisation 3D, on a une palette pour faire des cotations, et puis on a surtout des palettes qui sont liées aux versions métiers. Donc, par exemple ici, je vais avoir une palette architecturale où je vais avoir tous les outils paramétriques qui vont permettre de construire des objets architecturaux dans mon projet. Et là, ce ne sera pas des outils du type extrusion 3D, ce sera des vrais outils avec des paramètres très complexes et très, très détaillés. Ici, j'ai une palette qui va concerner la version paysagère dans laquelle je pourrais utiliser d'autres fonctionnalités. Et puis après, j'ai des palettes un peu différentes. J'aurai des palettes ici pour mettre des sources lumineuses si je veux faire du rendu. Et tout à l'heure, j'expliquais en fait que l'interface est complètement modifiable. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, moi j'ai créé un menu que j'ai appelé avec mon prénom et j'ai rajouté des commandes dedans qui sont les commandes que je voudrais utiliser le plus souvent possible. Et je ne veux pas avoir envie d'aller les chercher dans les différents menus qui se trouvent ici. Et pareil pour ça, on a des outils ici de dessin, on a des outils de modification, on a des outils de modélisation. Moi, j'ai créé une palette ici et j'ai mis dedans, en fait, la palette que j'ai envie d'utiliser tout le temps. Et cette palette, bien entendu, je pourrais ici la prendre et puis je pourrais la mettre là et j'ai envie de l'avoir toujours sous les yeux. Et pendant que je choisis une autre palette pour travailler, eh bien, j'ai toujours la mienne ici que je peux compléter à loisir et remodifier à chaque fois que je le veux. Voilà. Donc, une ergonomie assez... c'est très, très souple, attractif, en fait. c'est très intuitif, c'est très souple, en fait. Ouais. C'est pas une programmation compliquée pour avoir une interface qui soit personnalisable. Okay. Après, ici, il y a ce qu'on appelle la palette des attributs graphiques. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vais y revenir dans quelques instants. C'est la palette qui va regrouper en fait toutes les fonctionnalités pour donner un aspect aux objets. Alors, si je dessine une forme 2D, par exemple, eh bien, je pourrais mettre des couleurs, je pourrais mettre des textures, je pourrais mettre des hachures, je pourrais mettre des dégradés de couleurs. On va s'approcher là un petit peu plus de l'illustration, puisqu'on a beaucoup de gens qui travaillent en 2D et qui apprécient un peu les mêmes fonctionnalités qu'on trouve dans le logiciel d'illustration classique. Donc ça, je vais le montrer tout à l'heure. Et puis, on aura une palette pour gérer également en dessous des traits avec des épaisseurs, des modèles de traits, des types de traits. On pourra gérer des ombres portées, on pourra gérer des transparences. Je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, ici, nous avons la palette qu'on appelle info-objet. Alors, c'est une palette extrêmement importante. C'est probablement la seule qu'il ne faut jamais fermer à l'écran. C'est une palette qui va en fait être la fiche d'identité de l'objet que je vais dessiner. Donc, si par exemple, je dessine un rectangle ici, je vais dessiner un rectangle et automatiquement ici, je vais avoir les informations qui sont liées à cet objet. Alors, je ne vais pas les rentrer complètement dans le détail, mais enfin, vous les voyez suffisamment bien. Je vais avoir la nature de l'objet, le calque sur lequel je l'ai dessiné, et puis des informations ici qui sont présentes. Alors, ce qui est sur un champ blanc est modifiable, et ce qui n'est pas sur un champ blanc est le résultat d'un calcul. Donc, en fait, il va se modifier en fonction des paramètres. Donc, c'est clair qu'ici, par exemple, si ce rectangle qui fait 12 cm et demi, j'avais décidé qu'il fasse 20, eh bien, il va faire 20. Un point très intéressant dans Vectorworks aussi, c'est qu'on travaille avec des unités, mètres, centimètres, kilomètres, ce qu'on veut. Et si on a envie de me faire des modifications de la géométrie, si par exemple je voulais rajouter 10 cm, je pourrais effacer 20 et je mettrais 30. D'accord. Okay. Alors je peux aussi en enlever, je pourrais lui dire, je ne sais pas, moins 20 cm. Si par exemple je voulais rentrer une unité différente, je pourrais lui dire plus et je voudrais 45 et j'écrirais millimètres. Et en fait, c'est Vectorworks qui va faire la correspondance pour savoir combien il doit mettre, combien il doit appliquer de ratio pour passer du millimètre au centimètre. Alors quand je travaille en mètres, si je dois savoir combien je dois déduire en millimètres pour travailler en mètres, je vais être obligé de lui remettre, ça va falloir que je fasse 0,0. Moi, je vais lui dire moins 10 mm, et c'est Vectorworks qui va charger de faire le calcul tout seul. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante, qui n'est pas toujours connue des utilisateurs, mais je trouve que c'est intéressant de le montrer. Ensuite, il va y avoir ici la palette de l'explorateur. On va la revoir tout à l'heure dans un projet plus complexe. La palette de l'explorateur, c'est une petite palette qui, à elle seule, va montrer toute la structure du fichier. Alors, on verra qu'un fichier Vectorworks est structuré avec différents éléments. En fait, cette palette, à elle toute seule, elle va me permettre d'avoir d'un rapide coup d'œil la structure du fichier et de pouvoir naviguer entre des calques, des présentations, des vues, des références externes, puisqu'on peut aussi le faire. Bon, c'est une palette qui est extrêmement intéressante parce que visuellement, elle nous donne immédiatement une information sur la structure du document dans lequel on est en train de travailler. Alors bien sûr, toutes ces palettes, moi je les ai ancrées sur le côté, mais elles sont totalement mobiles, je peux les sortir, je peux les mettre à gauche, à droite, je peux en faire ce que je veux, je peux tout sortir ici, si je décide que cette palette, j'ai envie de l'avoir là, et puis quand je la remettrai ici, je viendrai la remettre sur son point d'ancrage, et je la retrouverai, si elle veut bien, et je la retrouverai sur son point, là où je l'avais mise tout à l'heure. Alors,
Il faut aussi penser à une chose, c'est que quand on travaille avec un logiciel comme Vectorworks, ben, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de commandes, il y a beaucoup de paramètres, et il n'est pas toujours facile de se rappeler de tout. Donc, comme dans tous les logiciels, à l'intérieur de Vectorworks, il y a une aide, mais il n'y a pas qu'une aide, il y a des aides. Ah oui. Et ça, je voudrais bien présenter ça aussi Ouais, aux utilisateurs au départ, parce que quand on a une interface comme celle-ci, même si elle n'est pas extrêmement remplie de barres d'icônes, etc., qui sont des fois un peu perturbantes pour les gens, il y a plusieurs aides dans Vectorworks, et notamment ici, il y a une aide classique. Alors donc, on a l'aide classique où on va aller sur Internet, on a une aide en format HTML, et puis on aura des rubriques avec des chapitres qui sont déjà précisés. Donc, si je voulais, je ne sais pas, afficher un dessin, j'aurai des fonctions, puis quand je clique dessus, eh bien, j'ai un chapitre. Et puis ici, je vais avoir une barre de recherche, je vais avoir un index, un glossaire de terminologie, ce que j'ai envie de faire. D'accord ? Mais ce n'est pas toujours facile de se repérer dans une aide comme celle-ci. Ça correspond à peu près à l'équivalent de plusieurs milliers de pages. Donc, ce n'est pas évident de trouver l'information que l'on veut du premier coup. Alors, il y a une fonctionnalité intéressante ici dans Vectorworks. Il y a une deuxième fonction d'aide qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc, en fait, si on clique sur qu'est-ce que c'est, le curseur va se transformer avec un point d'interrogation et on va dire qu'est-ce que c'est qu'une courbe NURBS ? Et moi, je vais aller cliquer sur l'outil qui m'intéresse et Vectorworks va me dire je vais t'emmener directement au chapitre qui t'intéresse et je vais te donner toutes les informations dont tu auras besoin. Alors, il y a des illustrations graphiques sur les barres d'icônes avec le mode d'utilisation. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, pour certaines d'entre elles, il y a des petites vidéos. Et quand on va cliquer sur la vidéo, on se retrouvera sur YouTube et il y aura une vidéo qui nous montrera comment on se sert de la fonction. Attaché à cet objet. Et il y a beaucoup, beaucoup de chapitres qui sont concernés par cette petite illustration de vidéo. Ça, c'est une aide qui est extrêmement précieuse et très facile à utiliser, mais il y en a encore d'autres. Par exemple, ici, si on regarde les palettes, la palette des attributs graphiques, il y a un petit point d'interrogation qui se trouve sur cette palette. Et puis, vous allez la retrouver ici, vous allez la retrouver ici. Et si je clique sur le petit point d'interrogation, eh ben Vectorworks va m'amener directement une nouvelle fois dans l'aide au chapitre concerné. Donc cette fois-ci, tu n'as pas été obligé de passer dans le menu « Qu'est-ce que c'est ?» Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que les aides sont différentes en fonction du contexte. Et ici, je peux encore faire mieux que ça, parce que si par exemple maintenant je vais chercher un outil qui a une boîte de dialogue et qui a des paramétrages à l'intérieur, il y a aussi une petite icône avec un point d'interrogation. Et puis si cette boîte de dialogue ouvre une autre boîte de dialogue avec d'autres paramètres, je retrouverai encore une fois ici avec, s'il veut bien, voilà, je retrouverai ici le point d'interrogation et quand je vais cliquer sur le point d'interrogation, eh ben, je vais tomber exactement sur l'aide dont j'ai besoin, donc je ne vais pas chercher pendant un certain temps. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que quand on cherche dans une aide comme ça, c'est pas toujours la manière dont nous, on pose la question. Si on se trompe de mots, si on oublie un accent, si on oublie une lettre, en fait, on ne trouvera pas. Donc là, on a 4 ou 5 systèmes d'aide qui sont extrêmement faciles à utiliser et qui vous emmènent en fait droit à l'essentiel. Donc dans ce manuel qui est sur un site web. Oui, en fait, c'est alors il y a plusieurs façons. Mis à jour régulièrement. Bien sûr. Alors il y a plusieurs choses. On peut aussi récupérer, si je vais dans Vectorworks, je pourrais récupérer l'aide au format PDF. Je vais télécharger un fichier qui fait près de 3600 pages. Et là, pour chercher dedans, eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Alors, pour continuer en fait dans l'intuitivité de l'interface, il y a encore une fois des petites fonctionnalités que je voudrais vous montrer. Tout à l'heure, quand je suis allé dessiner un rectangle, j'ai été chercher une fonction. Alors moi, j'ai pris un raccourci clavier, mais on peut utiliser une fonctionnalité qui est ici. Mais j'ai également une autre possibilité de travailler de manière beaucoup plus rationnelle et efficace. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on va travailler dans un projet, on va passer son temps à naviguer la souris entre les outils qu'on veut sélectionner, les commandes, et la zone écran. Et on va faire comme ça des allers-retours perpétuels. Et si on s'amusait à mettre un compteur kilométrique sur la souris, on verrait qu'on fait des kilomètres par jour. Forcément. En fait, plus avec un grand écran comme ça. Absolument. Donc, le souci qu'il va y avoir, c'est qu'on a aussi envie de rentabiliser le temps qu'on consacre à produire. Et donc, il y a une nouvelle fonctionnalité en Vectorworks que vous êtes en train de voir ici, moi, que je vais appeler avec un raccourci clavier, mais il y a plein d'autres manières. En fait, ça s'appelle des menus flottants et je vais avoir 4 petites icônes qui vont s'afficher autour du curseur. Et en fait, le premier icône va être le pendant de la palette que je suis allé chercher là-haut. Donc, quand j'ai envie de dessiner un rectangle, au lieu de monter là, je vais venir le prendre ici. Sous la main, la palette. Complètement. Je vais prendre le rectangle que je voulais faire tout à l'heure. D'accord ? Et on va s'apercevoir qu'ici, dans les rectangles, j'ai plusieurs modes de dessin. En fait, ici, je vais venir chercher, pardon, parce que j'ai bougé ma souris, je vais venir chercher ici, en fait, le mode dont j'ai besoin. Et je vais dessiner ici, par exemple, un deuxième objet.
Et puis, je vais venir ouvrir mon menu. Et là, par exemple, je vais me rappeler que les dernières fonctionnalités que j'ai utilisées, c'est celle-ci. Donc, si maintenant je m'amuse à refaire ça, et que je viens là et que je vais prendre... Il ne faut pas que je bouge ma souris. Si je prends, par exemple, la commande cercle et que je décide de dessiner un cercle, par exemple, ici, eh bien, en fait, quand je vais faire ça, Vectorworks m'aura mis le cercle et il va me mettre la liste des dernières fonctions que j'ai utilisées. Et si maintenant j'ai envie de regarder mon projet sous un autre angle, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, et au lieu de monter dans les menus qui sont en haut pour changer de vue, je vais choisir le menu des vues ici, et puis je vais changer d'orientation. Alors, il y a beaucoup de messages dans Vectorworks, il faut le calmer un peu. Et vous voyez qu'en fait, je n'ai pas quitté le centre de l'écran, je n'ai fait aucun aller-retour sur les barres à gauche, à droite, en haut. Donc, je vais passer sur une vue 3D. Voilà. Alors après, il y a des raccourcis clavier, on a des menus ici pour passer, mais vous voyez, je peux aussi utiliser... je peux aussi venir ici sur les menus des vues, mais j'ai des raccourcis qui me permettent de revenir dans toutes les vues que je souhaite. Vous voyez qu'en fait, pour réaliser toutes ces figures, je n'ai pas quitté mon curseur du centre de l'écran, et en fait, sous le curseur, ben, j'ai tout. Très bien. Très bien. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, les rectangles, en fait, mais ils sont là-haut, mais il y a des commandes, moi, je ne sais pas où elles sont. Alors, je terminerai la première partie de cette présentation avec la fonction de recherche. J'ai un raccourci clavier à appeler. Je vais lui dire, par exemple, que je voudrais savoir tout ce qui concerne les murs. Alors, il va me dire, ben voilà, tu as un ensemble d'outils et de commandes, mais je ne pourrai demander que les outils, auquel cas il va s'intéresser uniquement aux palettes qui sont ici. Et si je ne demande que les menus, il va rechercher la fonction uniquement dans les menus qui sont là-haut. Okay. Mais si je demande les deux, eh bien, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Et là, si j'attaque, je fais un clic, eh bien, je vais dessiner l'outil mur. Voilà, absolument. Okay. Donc, si j'efface et que je recherche autre chose, eh bien, il trouvera les fonctionnalités que je lui demande. Il suffit de taper les premières lettres. Donc, en fait, encore une fois, je ne quitte pas le milieu de l'écran, je vais dans aucun menu, je ne fais aucun déplacement, j'ai tout sous la main. Okay. Voilà. Donc, quand je parlais d'interface intuitive, je pense que l'exemple qui vient d'être réalisé là est assez parlant pour lui-même. Voilà. Alors, maintenant, j'avais juste fait une présentation de la palette qui est ici, mais comme c'est un petit peu long d'en parler, je préférais l'illustrer à travers un exemple graphique. Et je voudrais ici vous montrer les attributs graphiques que l'on peut utiliser. Donc, on va voir. Alors, ça concerne. C'est une boîte de dialogue, là. Il faut que j'enlève la sauvegarde automatique parce qu'elle est activée. Je n'ai pas pensé à l'enlever tout à l'heure. Pourtant, je l'avais dit. Voilà. Donc, en fait, ces attributs graphiques ici, c'est une représentation de tout ce dont je dispose pour pouvoir faire des plans en 2 dimensions de très belle qualité. Et on va retrouver des fonctionnalités qu'on retrouve dans les logiciels graphiques habituels. On va retrouver des aplats couleurs, on va retrouver des trames, on va trouver des hachures, on va trouver des textures. On trouvera des motifs géométriques qui sont propres à Vectorworks, parce que dans une hachure, on ne peut pas mettre d'image, et dans une image, on ne peut pas mettre de vectoriel. Le motif géométrique, lui, fera la conjonction des deux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai un hachurage qui est du trait, mais dedans, j'ai mis une texture. Et donc, on arrive à inventer des modèles graphiques extrêmement sophistiqués. Et donc, on est libre de créer ses propres motifs. Complètement. Ses propres absolument. En fait, tout ce que vous voyez ici est entièrement personnalisable. Notamment, par exemple, les couleurs ici, je ne veux pas m'étendre de trop, mais si je viens dans les couleurs ici, j'ai un éditeur de couleurs avec une quantité de palettes, et notamment, je vais retrouver toutes les palettes Pantone, par exemple, qui sont habituellement utilisées par les graphistes, mais je vais avoir des palettes aussi, et ça... Adam tout à l'heure pour vous en parler, avec des palettes de couleurs pour des projecteurs, etc., pour la version Spotlight. Puis il y a plein d'autres palettes. J'ai vu les palettes de peinture, par exemple. Voilà, il y a les palettes. Alors, il y a quelques modèles de démo de palettes RAL aussi, également. Mais en fait, on peut créer sa couleur RAL avec Vectorworks. Il suffit qu'on connaisse le code RVB et on lui donne le numéro de la couleur. Et on peut créer les palettes que l'on veut. Et les palettes, on peut les exporter dans tous les documents. Alors, après, il y a ici aussi d'autres paramètres. On peut travailler avec des ombres portées. Alors, voilà, si j'affiche une ombre ou que je la remets ou que je l'enlève, on peut travailler en illustration. Ici, j'ai une transparence sur un objet 2D. Je peux très bien jouer avec des transparences. Je l'ai fait ici pour la petite table. On a fait un plateau ici avec un poteau, en fait, un support en dessous. Et en fait, cet objet-là, on voit bien qu'il a une transparence et je peux jouer sur la transparence si j'avais envie. Donc, ça, c'est très, très intéressant pour les gens qui travaillent en 2D parce qu'ils veulent présenter des dessins de très belle qualité. Et en fait, il y a tous les outils pour faire ça. On voit qu'il y a une vraie palette voilà. riche. Et puis ici, il y a des types de traits. Alors, j'en ai pris quelques-uns parmi la bibliothèque qui est fournie par Vectorworks, mais évidemment, on peut inventer les types de traits qu'on veut en fonction des projets qu'on a réalisés. On pourra inventer le trait qui n'existe pas, mais dans Vector, on va le faire. Alors,
Ça, c'est une présentation, si vous voulez, un peu générale. Maintenant, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est une application. Donc là, j'ai un tout petit dessin très simple où je me suis amusé à représenter un aménagement d'un tout petit parcelle de jardin. Et on voit qu'ici, par exemple, sur la piscine, bah, c'est beaucoup plus joli que si je faisais un simple rectangle bleu. Voilà. Donc un aplat de couleurs, c'est joli, mais ça ne parle pas. Ici, en fait, quand on présente un projet comme ça, on va voir que la piscine est beaucoup plus parlante, elle est beaucoup plus réaliste. Et comment j'ai réalisé cette palette-là, en fait? Eh ben, cette piscine, c'est jamais qu'en fait la conjonction de plusieurs objets que je me suis amusé à superposer les uns sur les autres. J'ai créé un rectangle dans lequel j'ai mis une texture avec une surface d'eau, et puis je l'ai rendue transparente. J'ai créé un rectangle avec un dégradé, et puis j'ai créé un polygone que j'ai rajouté par-dessus, dont j'ai enlevé le contour, et j'ai simplement mis une transparence à peu près à 50%. Une ombre. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh ben, quand je vais modifier mes objets et que je vais les superposer les uns sur les autres, je vais obtenir un résultat qui est relativement agréable. Et pareil ici, pour les symboles, si je veux voir le reflet de cet arbre sur la surface de l'eau, c'est jamais que le symbole de l'arbre ici qui a été copié, qui a été redimensionné, et j'ai appliqué une transparence, puisqu'on peut mettre une transparence sur n'importe quel objet. Très bien. Alors, ça, c'est un petit exemple très simple. Maintenant, si on veut voir ça sur un projet plus complexe, on va voir un aménagement paysager qui a été fait avec Vectorworks, où là, effectivement, on a des applications de texture, de dégradé, d'aplats couleurs et de hachurage. Et là, on va commencer à représenter des plans 2D de très belle qualité sans qu'on soit encore de le 3D avec les texturages. Okay. Voilà. Alors, ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Le deuxième point de la présentation, bien entendu, quand on va créer des projets comme ceux-ci, on va avoir une prérogative, c'est d'importer et d'exporter des documents à travers différents intervenants. On va donner de temps en temps un document en DWG, en PDF, etc. Donc là, ce que je voudrais vous présenter, c'est les principaux formats d'import-export. Je dis bien les principaux parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et on va voir qu'en import et en export, on a les formats les plus couramment utilisés, les standards de l'import-export. Voilà. Mais si on regarde la passerelle d'import-export ici, on va voir qu'il y a beaucoup plus de formats que ça. Okay. Et en export, voilà, j'ai pris les plus courants. Okay. À part Word, je crois qu'il n'y a aucun logiciel avec lequel il ne peut pas communiquer. Et encore. Donc, ici, c'est une présentation, disons, des formats qui sont un petit peu les plus courants. Et moi, j'avais souhaité vous faire l'illustration physique d'un import pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, j'ai décidé de faire un import DWG. Alors, je vais importer un fichier. Donc, je vais revenir ici sur mon fichier de tout à l'heure. Je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Et puis ici, je vais importer un fichier DWG. Alors, je vais aller chercher le bureau. Cadastre. Je vais prendre. C'est un plan cadastral. Okay. Alors, ici, en fait, déjà, Vectorworks a détecté que le fichier DWG est en centimètres. Donc, s'il va me donner une idée, en fait, de l'unité que je vais avoir à utiliser dans Vectorworks. Donc, ici, je vais caler, en fait, l'unité centimètre, mais je pourrais lui dire aussi, tu vas me convertir les unités du document Vectorworks selon l'unité du fichier DWG que tu récupères. Okay. Et donc, là, ici, en fait, si je regarde bien la passerelle qui est là, la petite ligne, je vois bien que le rapport d'unité, c'est qu'en fait, une unité du fichier DWG qui est en centimètres va correspondre à 1 centimètre dans Vectorworks. Là, j'ai toutes les garanties que ça va bien fonctionner. Okay. Alors, j'ai quelques réglages dont que je vais pas détailler, mais je vais aller ici chercher une information et je vais juste donner une petite info parce que je vais le détailler tout de suite après. J'ai deux façons d'importer un fichier DWG, par des calques ou par des classes. Je n'ai pas encore expliqué ce qu'est un calque. Ça, je vais en parler dans quelques minutes. Et vous allez comprendre tout de suite l'intérêt, en fait. Donc là, bien sûr, je vais faire une importation par classe. Et puis, je vais faire... OK. Alors, si je voulais, je pourrais également créer une référence externe pour ne pas charger le fichier DWG, mais le garder à l'extérieur et ne pas polluer mon dessin avec une géométrie dont je n'ai pas forcément besoin, mais que je veux garder juste en fond de plan. Un peu comme un fantôme. Voilà, moi, je vais tout importer en vrai pour que vous voyez la différence. Donc là, le fichier va s'importer. Voilà, donc il me dit que c'est réussi. Voilà, c'est bien, on est content. On va faire ça. Et alors ici, en fait, ce fichier-là, rajouter une petite fonction qui est là, que je n'ai pas ajoutée. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, c'est l'ordinateur qui chauffe. Je voulais juste voir ça. Donc ici, une fois que ce fichier a été importé,
il a récupéré l'échelle à laquelle il a souhaité le mettre pour que ça tienne dans la page. Ok. Mais je peux très bien, après, changer l'échelle et l'unité une fois que l'import, vous voyez, là, il a été importé au 2 millième parce que Vectorworks a calculé que pour qu'il tienne dans la page, il faudrait Et du 2 c'est quelle millième. page, là, par exemple? Ben, ici, je suis en A4. En A4. Mais par contre, si j'avais envie de passer sur un A3, que j'avais envie de passer au millième, ben, je ferais ça et puis je changerais l'échelle du dessin en 1 seconde. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ce fichier DWG, c'est un fichier qui est vectoriel. D'accord. Donc, effectivement, on va voir comment on peut traiter le contenu, mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai importé mon DWG? Alors, ben en fait, on va voir que dans Vectorworks, par défaut, on travaille toujours avec un calque, comme dans tous les logiciels, ou comme dans un bloc-notes, il y a au moins une feuille de papier sous la couverture. Okay. Ben, dans tous les logiciels, vous avez au moins un calque. Alors, on va voir la notion de calque. Et puis, à côté ici, il y a un autre menu qui est absolument similaire au menu des calques, mais il s'appelle les classes. Alors c'est là que ça va me permettre de pouvoir vous donner la différence qu'il y a entre un calque et une classe. Le calque, je n'ai pas besoin de l'expliquer, tout le monde sait ce que c'est. C'est un niveau qui va permettre de dessiner des objets pour les séparer d'autres objets qui seront dessinés sur d'autres calques. Tous les logiciels de CAO, les logiciels graphiques, le font. D'accord ? Dans Vectorworks, ça permettra aussi de définir l'altimétrie des niveaux, parce que comme Vectorworks est un logiciel d'architecture, les calques ont une coordonnée Z, et on pourra dire qu'un calque se trouve à 4 mètres du sol, si je veux que, par exemple, mon R+1 se trouve à 4 mètres du sol. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à vous expliquer ça, mais c'est quoi une classe? Alors, je pourrais dire, qu'est-ce que c'est? Et j'irai cliquer sur classe, mais je ne vais pas le faire. Alors, en fait, je vais vous le dire. Donc, une classe, à la différence d'un calque, ça n'est pas un niveau sur lequel on dessine, ça va permettre de regrouper des objets pour les classer par lot ou par catégorie. Okay. Alors, ça veut dire qu'en fait, je vais faire une toute petite parenthèse. Si je veux dessiner dans un logiciel qui n'a que des calques, un bâtiment de 10 étages avec 10 corps d'état, je vais être obligé de faire 100 calques. Je ferai un calque par niveau et par corps d'état. Okay. Je pourrais faire ça dans Vectorworks de la même manière, mais je vais faire beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais décider 10 calques, mais je créerai 10 classes, okay. 10 familles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si sur le R+1, je dessine des murs, et sur le R+2, j'ai les mêmes murs, et jusqu'en haut de mon bâtiment. Dans un logiciel par calque, il faudrait que je gèle les calques un par un pour ne pas voir les murs que je ne veux pas voir. Moi, je vais simplement associer tous ces murs répartis sur des calques différents à une seule et même famille, qui s'appelle donc une classe. J'appellerai mur extérieur, et si je masque la classe mur extérieur, eh ben, je ne verrai plus les murs, mais sur les 10 étages. Okay. Donc ça, c'est très fonctionnel. Alors, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, on va regarder ici ce dessin. Vous voyez, il y a du vecteur qui a été importé. On voit que j'ai récupéré les polygones de mon fichier DWG. Et c'est là où on va voir maintenant dans la palette explorateur, en dehors du calque que j'ai moi par défaut, on voit qu'il y a un nouveau calque qui s'est créé qui s'appelle cadastre DWG. Okay. Alors, comme j'ai importé mon document par classe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nom du fichier DWG est devenu un calque qui s'est créé dans mon interface. Et tous les calques DWG sont devenus ici des classes que je vais retrouver également là. Et en plus, elles sont hiérarchisées. Okay. Ça veut dire que donc la correspondance entre les calques DWG et les calques vecteurs va se faire par les classes. Pourquoi? Parce que les calques DWG ont des propriétés graphiques. Ils ont des couleurs, des épaisseurs, des études de traits. Les classes aussi. Alors que le calque vecteur, non. En fait, elles héritent du dessin DWG. Absolument. Hein, c'est ça. Donc ici, par exemple, si je dis, eh bien, je vois que les numéros de parcelles ici appartiennent à une classe que j'appelle numéro, eh bien ici, moi, j'ai récupéré le calque DWG sous forme d'une classe. Et je veux dire, par exemple, moi, les numéros, je ne veux pas les voir. Okay. Mais là, si j'avais 30 calques, il m'aurait masqué les numéros sur les 30 calques en une opération. Donc ça, c'est la première des fonctionnalités des classes, c'est-à-dire voir ou pas voir les objets. Filtre, en fait. C'est un filtre graphique. La deuxième des informations, c'est de dire, finalement, ces numéros ne sont pas très lisibles, moi j'aimerais mieux les voir. Donc la deuxième des possibilités des classes, c'est d'attribuer des attributs graphiques. Et par exemple, cette couleur grise qui n'est pas très lisible pour moi, je vais décider de la mettre en rouge. Et ici, tous mes numéros vont passer en couleur rouge. Okay. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en fait, en gérant intelligemment les jeux des classes, je vais arriver à piloter des projets extrêmement complexes à partir d'une structure relativement simple. C'est les deux possibilités des classes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui dessus, mais déjà, ça, c'est les deux choses absolument fondamentales. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que ce fichier DWG, il est vectoriel. Okay. Donc ça veut dire que toutes les attirances curseurs
qui sont liés à la géométrie du fichier, je vais les retrouver dans Vectorworks avec des messages qui vont me dire je suis bien à l'extrémité, je suis au milieu, je suis au centre, je suis. Donc, si je veux m'appuyer sur un dessin comme celui-ci, je pourrais tout à fait récupérer les points d'accroche, prendre des objets dessinés, et puis je pourrais travailler en rajoutant des rectangles, des lignes, etc., en me calant sur la géométrie. J'imagine qu'on peut connaître les superficies aussi. Bien sûr, tout à fait, on pourrait le faire. Alors, on passerait par le tableur, on donnerait un critère de recherche et on pourrait le faire. Donc ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ce plan, il est en 2 dimensions, il est plat. Mais moi, ici, je peux également passer dans un univers 3D et le projeter en perspective. Alors, l'intérêt qu'il va y avoir ici, c'est boîte de dialogue, non, je ne peux pas parce qu'il faut les masquer une par une. Donc ici, vous voyez que maintenant, ce dessin qui était 2D à l'origine, je peux très bien l'utiliser dans un univers 3D et je pourrais m'en servir, par exemple, pour fabriquer des petits bâtiments que je pourrais redessiner par-dessus. Donc, c'est-à-dire, si je m'amusais, par exemple, à prendre un polygone ici, vous voyez qu'ici, je vais récupérer les attirances curseurs, d'accord ? Et je vais dessiner un petit bâtiment ici, et puis je vais lui donner une volumétrie. Alors, je crois que je vais la mettre comme ça. Et puis, je vais mettre un petit rendu en couleur, et vous voyez qu'ici, eh bien, je peux... très pratique. Voilà. Mais il y a 128 bâtiments dans ce plan-là. Comment je vais faire pour modéliser les 128 bâtiments un par un? Je peux pose pas. la question. Eh ben, je vais faire autrement, c'est que je vais modéliser la structure 3D de tous les bâtiments, mais en une seule opération. Allez. Et là, je vais vous montrer en fait une troisième utilisation des classes, qui est un critère de recherche sélectif. Donc ici, par exemple, je vais venir dans un outil qui est bien connu des graphistes, c'est la petite baguette magique. Et dans Vectorworks ici, je vais lui donner un critère de sélection et je vais lui dire, alors vous voyez, j'ai beaucoup de critères, je vais lui dire que je voudrais sélectionner tous les objets qui appartiendraient à une même classe. Donc, je vais faire ça et je vais cliquer sur un bâtiment et il va me dire ils sont tous dans la classe tiers bâti. Et il en a trouvé 142. J'avais dit 128, vous voyez, il y en a plus que ça. Qu'est-ce que je vais faire en fait ici? Je vais simplement les extruder et je vais leur donner, par exemple, alors les hauteurs, je vais mettre 500 cm. Je vais mettre 500 cm. Voilà. En une opération, j'ai extrudé tous les bâtiments et bien sûr, je vais pouvoir les mettre en rendu. Et puis ici, bien entendu, après, si je le souhaite, eh bien, je prendrai un bâtiment et puis je viendrai modifier sa hauteur. Particulier. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut récupérer un fichier 2D comme celui-là pour s'en servir de base pour faire un autre type de projet derrière, faire une volumétrie, faire un petit plan masse, etc. C'est extrêmement facile très facile à mettre en œuvre. Alors, un projet comme celui-ci également, très souvent, il n'est pas très complexe, mais à partir du moment où on va avoir un projet plus compliqué, c'est difficile de se repérer parce qu'on est obligé de zoomer à chaque fois sur une partie du dessin, mais on perd celle d'à côté. L'intérêt qu'on va avoir ici, en fait, c'est d'utiliser un multifenêtrage qui va me permettre de pouvoir avoir la vue en plan, par exemple ici, d'avoir une perspective et puis surtout d'avoir ici un objet. Et cet objet, en fait, moi, si je le sélectionne là, il va me l'identifier dans toutes les fenêtres. Donc, quand je vais faire une modification ou je vais rajouter des informations, je vais le voir se répercuter. C'est assez magique. Tu as cliqué sur une icône pour faire... Alors moi, j'ai utilisé un raccourci clavier, mais on peut charger ici un petit icône que je n'ai pas mis. C'est le multi... Alors, je ne sais pas s'il est dans les boutons qui sont ici, le multifenêtrage. Moi, je ne vois pas clair. Dis-moi où il est. C'est au milieu de la fenêtre. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est ce bouton-là. Et en fait, moi, j'ai utilisé un raccourci parce que j'ai l'habitude d'un raccourci clavier. Alors, ça me permet aussi de dire qu'il y a énormément de commandes et d'outils qui ont des raccourcis pour aller très vite. Mais ce multifenêtrage, après, je peux très bien le supprimer. Je reviens sur ma vue normale. Voilà. Alors, j'ai importé tout à l'heure un DWG vectoriel. Dans la 4e partie de la présentation, je voudrais bien montrer maintenant l'import d'un cadastre PDF vectoriel pour montrer ce qu'on va en faire. Donc, ici, je vais revenir sur le fichier que j'ai préparé. Je vais revenir ici sur ma vue et je vais montrer ici un cadastre importé. Donc, c'est un cadastre qui a été récupéré sur le site du gouvernement, le cadastre.gouv. Voilà. Donc, ce cadastre, il est très beau, il est vectoriel. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir récupérer les attirances curseurs, comme sur le DWG qu'on a présenté juste à l'instant. Par contre, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que moi, quand j'ai pris une mesure, c'est pas du tout la bonne taille. Il a été réapporté, en fait, dans l'état où le fichier a été produit. Et donc, il ne correspond pas du tout aux dimensions que moi, je veux. Alors, on ne va surtout pas changer d'échelle, puisqu'il ne faut pas confondre l'échelle et le redimensionnement. L'échelle, c'est, si je peux
lâcher au 15e, si je passe au 30e, il fera toujours 30 cm. Mais dans Vectorworks, ici, j'ai une fonctionnalité qui va me permettre de faire en fait une homothétie sur des objets, et j'ai plein de fonctionnalités pour faire des homothéties. Je pourrais le faire de manière globale, mais j'ai l'autre fonctionnalité ici où je vais pouvoir lui dire, je vais mesurer une distance sur le plan et je vais lui dire, maintenant je veux cette distance. Alors je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait. Je vais montrer le résultat final ici. Là maintenant ici, j'ai le même plan. Sauf que maintenant, avec le ratio que j'ai importé pour aller de 30 cm à 27 mètres, maintenant mon bâtiment fait réellement 27 mètres. Effectivement, si je faisais une cotation nouvelle dans mon document, eh bien ici, je pourrais ici prendre une mesure et je verrai bien que j'ai 30 mètres. Donc mon fichier maintenant est parfaitement à la taille à laquelle je veux travailler. Et là, je vais pouvoir travailler dessus. Et puis ici, comme c'est un fichier vectoriel, je me suis servi du pointillé qui se trouve dans le fichier pour moi créer un petit aménagement paysager avec les outils Vectorworks. On voit ici que j'ai rajouté quelques massifs de pelouse avec un petit bassin. Voilà. Et là, on va utiliser les dégradés de couleurs qui sont les informations qui sont proposées par Vectorworks. C'est une autre manière de vous illustrer. Voilà. Alors, en fait, dans ce fichier-là, je peux aussi construire des objets comme je l'ai fait tout à l'heure dans le DWG. Et là, j'ai préparé ici le même fichier cadastral, mais j'ai rajouté de la volumétrie. Et là, j'ai mis des couleurs. Et en fait, les couleurs ne viennent pas des objets, elles viennent des classes. Et on voit qu'ici, il y a une hiérarchie de classes qui a été faite. J'ai une classe maîtresse qui s'appelle bâtiment, puis en dessous, j'ai les sous-niveaux. Donc, si je décide de ne pas voir, par exemple, les bureaux, je vais demander de ne pas voir les bureaux. Ils vont disparaître de l'écran. Mais encore une fois, j'insiste bien, ce que je fais là, je le fais sur plusieurs calques en même temps. Ça veut dire que si à la place des bureaux, c'était des murs porteurs et que j'ai 10 étages, je masque la classe mur porteur et les 10 étages sont masqués en une seconde. Okay. Si je décide de remplacer la couleur ou le matériau des murs, je vais modifier ma classe et ça va se répercuter immédiatement sur tous les niveaux. Et si je masque la classe maîtresse bâtiment, je ne vois plus de bâtiment du tout. Voilà. Alors bien sûr, après, je pourrais naviguer à l'intérieur de mon projet, je vais pouvoir tourner autour. Il y a des petites fonctionnalités que je pourrais utiliser ici. Si je veux me déplacer dans mon bâtiment, je vais pouvoir naviguer, me promener, je vais pouvoir tourner, etc. Alors en plus, si je travaille avec le multifenêtrage, c'est d'autant plus agréable de travailler sur un projet assez complexe avec un confort visuel qui n'est pas inintéressant. Bien, nous avons terminé le 4e point de cette présentation. Maintenant, le 5e jusqu'au dernier, on va se consacrer à un projet d'architecture. Là, on était dans les généralités. Maintenant, contre, en tant que maître du temps, fais attention. On a encore quelques minutes. Là, 7 minutes devant toi, ça va? Non. Eh bien, c'est déjà... Ah merde, putain, j'ai pas la notion du temps. Donc, tu feras une coupure au montage? Je sais pas. C'est pas grave. Alors, bien, maintenant, on va rentrer dans un projet architectural à proprement parler. Voilà un petit bâtiment qui a été monté, un petit bâtiment résidentiel. Alors, ce bâtiment-là, évidemment, on aurait pu faire, comme je l'ai montré tout à l'heure, le créer avec des extrusions, mais ce n'est pas le but des logiciels d'architecture. Donc, en fait, ici, si par exemple, je vois que c'est un objet comme ça, je vais le sélectionner, on va voir que c'est un mur, et ce mur, c'est une vraie entité architecturale, donc ça a été créé avec la trousse d'outils ici, architecture, où il y a énormément d'informations, des outils pour faire des murs, des planchers, des poteaux, des ouvertures, etc. Et là, c'est un vrai mur, et il a été construit avec un mur qui a été créé en bibliothèque avec des paramétrages. Donc, on va voir qu'ici, il y a des composants. Et si je modifie un composant, je vais voir qu'il y a d'autres réglages que l'on peut appliquer, et notamment la relation des murs avec les autres objets, si je veux savoir où il commence, où il finit, quel matériau il utilise. Ce sont des vraies entités architecturales. Je vais en montrer 2-3 autres. Ici, j'ai un autre mur ici qui est pareil. Voilà. Donc là, je vais éditer le style. Et puis, je vais voir que c'est un mur rideau. Ce n'est pas la même structure que les autres murs, avec des profilés, avec des panneaux, où je vais pouvoir définir des paramètres extrêmement variés. Ici, par exemple, si je clique sur une ouverture, eh bien, je vais prendre une fenêtre, et même chose, je vais éditer le style. Voilà. Et là, c'est pareil, je pourrais rentrer des quantités de paramètres très sophistiqués si je veux faire des ouvertures de nombreuses natures. Ici, le sol, c'est pareil. Si je regarde le sol ici, ce n'est pas une extrusion, c'est un vrai modèle de terrain. Donc, ça veut dire que si j'édite en fait cet objet-là, eh bien, je vais voir un vrai modèle de terrain et j'aurai des façons de le représenter de différentes manières,
etc. Donc ça veut dire qu'on peut même implanter un projet architectural sur un vrai terrain qu'on aurait récupéré par un levé de géomètre. Voilà. Alors, ce projet en 3D, évidemment, il a été défini avec différents murs, différents niveaux. Je vais revenir ici sur la vue que j'ai choisie, le deuxième étage. Et le deuxième étage ici donc, nous montre en fait le même projet, mais vu sous un autre angle. Et on va voir que tout à l'heure, quand j'ai édité les murs, j'avais des murs avec des composants. Je vais les retrouver ici en 2 dimensions. Je vais voir qu'ici, les composants des murs, ce n'est pas des rectangles avec des hachures, ce sont des vrais composants de murs que je peux piloter, changer l'épaisseur, changer leur plantation, autant de fois que je souhaiterais le faire. Voilà, ici par exemple, de même nature, dans ce dessin-là, je vais pouvoir sélectionner un objet et montrer un autre type d'objet qui est ici. C'est un plancher. Je vais pouvoir récupérer ici le style de plancher et voir tous les paramètres qui sont dedans. Bon, c'est un petit peu comme les murs. Il y a quelques paramètres qui changent. Et donc, je vais pouvoir créer des bibliothèques de style de mur, de plancher, etc. Et je vais pouvoir les utiliser de manière extrêmement rapide. Ça, c'est plus pour du travail collaboratif. Voilà. Alors, ça peut être pour la petite maison individuelle, mais ça peut être pour des grands bâtiments publics ou des partages de projets à différents collaborateurs, puisqu'on pourrait mettre tout ça en bibliothèque. Bon, une dernière chose aussi, puis après j'arrêterai sur les entités architecturales. Je vais montrer aussi un style d'escalier. On a des nombreuses bibliothèques d'escaliers dans Vectorworks. Ça, c'est un escalier classique, mais j'ai plein d'escaliers que je peux paramétrer. Et puis, j'ai plein de réglages à l'intérieur que je vais pouvoir définir en fonction de la construction que je veux obtenir. Okay. Et donc là, à chaque fois, tu génères un objet qui va être... qui va rentrer dans une bibliothèque ou qui va être... Oui, alors je peux l'utiliser de manière isolée, mais je peux en faire un objet de bibliothèque que je peux aller chercher, placer sur le dessin et le recopier n fois et le modifier, alors soit pour l'ensemble de tous les objets identiques ou pour une instance précise, puisque je vais pouvoir donner des paramètres qui sont différents, si je veux que ce soit des paramètres globaux à tous les escaliers ou pour certains d'entre eux que je veux isoler et régler indépendamment. Okay. Alors, évidemment, ce grand bâtiment qu'on a vu tout à l'heure en 3 dimensions, la fonctionnalité aussi, ça va être de l'exporter vers différents bureaux d'études. Et donc là, je vais devoir exporter avec un format IFC pour faire une maquette BIM, mais il va falloir que je récupère la structure du bâtiment. Et ce que je voulais montrer, c'est que ce fichier-là, il n'est pas créé uniquement avec des calques, mais qu'il a une structure avec des étages. Et donc, quand on va regarder la structuration du fichier, on va voir qu'il y a ici un étage. Voilà, je vais en prendre un comme ceci. Et les étages, en fait, sont des conteneurs dans lesquels je vais mettre des calques. Et je vais définir des niveaux de référence qui vont induire le comportement des outils, des objets que je vais mettre dedans, c'est-à-dire les murs. Je vais donner des niveaux avec le dessus de la dalle, le dessous de la dalle, etc. Donc, à partir de ce moment-là, dès que je vais exporter mon fichier, eh bien, la maquette sera faite automatiquement. OK. Alors, un projet comme celui-ci, c'est un peu complexe aussi de se repérer dedans, mais il y a un outil dans Vectorworks qui est très intéressant, qu'on appelle ici le Clip Cube. Alors, qu'est-ce que c'est que le Clip Cube? En fait, c'est une fonctionnalité qui va me permettre de créer des plans de délimitation. Là, j'ai mis que 2 niveaux. Parce que si je voulais, par exemple, voir tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment, mais les murs qui sont devant me gênent. Je pourrais masquer tous les murs extérieurs, mais ils les masqueraient sur le pourtour complet de mon bâtiment. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, en fait, je vais sélectionner ici. Une boîte, en fait, c'est une boîte de délimitation. Et en fait, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur ici et je vais pouvoir délimiter avec alors, des distances précises. Vous voyez, il y a un petit compteur ici avec marqué distance. Et je peux le faire, en fait, sous toutes les vues. Donc, c'est très facile après de rentrer à l'intérieur de mon bâtiment et puis de pouvoir aller voir ou même de dessiner. Je peux très bien dessiner des murs ici sans être obligé de revenir sur le bâtiment original. Masquer les calques ou autre. Exactement. En fait, je n'ai pas besoin de faire ça. Le Clip Cube va faire ça pour moi. Et il y a une chose très intéressante aussi qu'on pourra faire. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous le montrer quand même. C'est qu'ici, en fait, quand je vais resélectionner ça, dès que j'ai fait ma délimitation, je pourrais dire à Vectorworks, tu me crées une coupe automatique de la délimitation que j'ai faite. Alors, on verra ça tout à l'heure sur les mises en page, quand je vais vous les montrer. Alors, tous les outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant sont des styles de murs, des dégradés, des couleurs, des hachures, des objets, des symboles. Où est-ce qu'ils se trouvent, en fait, tous ces objets? Ce sont des ressources, et ces ressources-là sont dans une palette que je n'ai pas encore montrée, qui s'appelle le gestionnaire de ressources. Et qu'est-ce que c'est que le gestionnaire de ressources? Eh bien, le gestionnaire... un peu bas. Le gestionnaire de ressources, en fait, ici, c'est un gestionnaire qui va permettre
de centraliser toutes les bibliothèques que l'on va utiliser. Donc, ça veut dire que dans Vectorworks, il y a énormément de bibliothèques qui ont été fournies avec le logiciel. Ce sont des bibliothèques qui évoluent dans le temps. Il y a toujours des nouvelles bibliothèques qui se rajoutent. Mais on peut aussi créer les nôtres. Donc, ce seul, en fait, gestionnaire à lui tout seul, va permettre de centraliser toutes les bibliothèques, les miennes, comme celles fournies par le logiciel. J'imagine que tu peux les filtrer. Alors voilà, après ici, par exemple, si je voulais chercher des informations, je vais chercher des bibliothèques d'objets. Donc si je fais des symboles ici, par exemple, toutes les ressources en fait que je vais avoir dans mon document, c'est tout ça. Et si je cherchais des symboles, je trouverais des symboles. Alors là, je n'ai pas forcément peut-être pris le bon, voilà. Mais ça, ce sont des bibliothèques qui sont fournies. D'accord. Maintenant, à l'intérieur de ces bibliothèques, il y a des bibliothèques de fabricants. Et les bibliothèques de fabricants, il va falloir que je passe en revue ici toute la liste de tous les dossiers où il y a les fabricants. Ce n'est pas forcément facile. Alors, j'ai un moteur de recherche ici qui est très intéressant, où je vais faire une recherche générique. Je vais demander de voir des chaises, et là, il va me dire, je te trouve toutes les chaises que je t'ai trouvées. D'accord ? Mais en fait, c'est un peu trop succinct, parce que je voudrais bien trouver des choses plus précises. Donc ici, par exemple, dans mon moteur de recherche, je vais plutôt chercher un fabricant. Je vais taper, par exemple, Buravit. Je vais trouver toutes les bibliothèques des objets qui sont fournis par Buravit. Et puis, j'ai bien compris, cette bibliothèque, elle est fournie en standard dans le logiciel. Oui, absolument. Okay. Oui. Et elle se met à jour régulièrement. Elle est mise à jour. Alors, quand il y a des mises à jour, en fait, Vectorworks ouvrira un message au lancement du logiciel vous disant il faut mettre votre catalogue de bibliothèques à jour. Il suffit de le faire et ça va rajouter des nouveaux documents qui contiennent des nouveaux symboles. C'est une bibliothèque gratuite, on est d'accord. Oui, elles sont fournies avec le logiciel, mais rien ne vous interdit de créer les vôtres. Et puis je vous fais un dernier petit exemple ici. Qu'est-ce qu'il fait là ? Voilà. Ici, par exemple, on cherche des fenêtres de toit. Je vais taper GGL et je vais trouver toutes les fenêtres de toit de ce fabricant. Je vous laisse imaginer tout ce que je peux chercher derrière. Ouais, c'est très riche. C'est un outil qui est très très facile à utiliser et qui est extrêmement efficace. Voilà. Alors, le 7e point de cette présentation, je vais essayer d'aller vite, c'est évidemment, il va falloir que je produise des plans. Parce que ce bâtiment-là, je ne vais pas juste le garder à l'écran, mais je voudrais aussi communiquer avec des intervenants extérieurs et je voudrais leur donner des beaux plans techniques ou des images de rendu. Ouais, donc ici, je vais pouvoir choisir par exemple des plans. Alors, je vais fermer mon gestionnaire. Et ici, j'ai une première mise en page qui est proposée avec une vue en rendu maquette blanche du bâtiment. Et puis, alors, ce n'est pas celui-là, mais c'est... il y en a d'autres qui se trouvent derrière. Et puis ici, je vais avoir un cadre et un cartouche, je vais avoir une nomenclature de symboles, je vais avoir des informations, etc., que je vais pouvoir utiliser. Si je regarde ici, par exemple, une autre présentation, je vais avoir des coupes, je vais avoir des élévations, et bien entendu, ces coupes et ces élévations sont entièrement dynamiques, c'est-à-dire que si je modifie le dessin, elles vont se mettre à jour, mais l'inverse est également possible. Quand tu parles de présentation, c'est des mises en page. Oui, c'est-à-dire ça permet de faire des plans techniques, ça peut être des plans de montage, ça peut être tout ce que je souhaite faire. Et si je rentre dans les petites vues qui sont là et que je la modifie, c'est la géométrie du dessin qui va être modifiée. C'est en fait bidirectionnel. Voilà. Et puis, je peux montrer aussi des plans de détail. Par exemple ici, si je veux rentrer un plan de détail, eh bien, je vais avoir un plan de détail, par exemple, de l'aménagement de la cuisine. Et puis ici, j'aurai un tableau dont je vais parler tout de suite après, qui va me permettre d'avoir le quantitatif exact de ce que j'ai dans mon projet. Alors, on va te laisser vraiment quelques minutes pour parler de ce plan, du moins de ce tableau. Oui. Alors, justement, c'est la 8e partie, j'arrive à la fin, donc c'est très bien. Donc, en fait, ici, je vais vous afficher une planche. Alors, il faut que je la trouve, voilà, elle est là. Donc, ces tableaux, en fait, ce sont des tableaux récapitulatifs de tout ce que le fichier contient. Et donc, on va pouvoir faire des nomenclatures, on va faire des quantitatifs, on va pouvoir faire des métriques au sein même de Vectorworks. Je peux filtrer les informations. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, par exemple, ce tableau, je vais double-cliquer dessus et on va voir qu'il ressemble étrangement à un logiciel bien connu, où je vais avoir des formules de calcul et puis je pourrai rentrer des fonctions de recherche venant d'objets qui sont liés à des bases de données, où on rentrera des fonctions propres à Vectorworks, où je pourrai calculer des surfaces, des volumes, etc., tout ce que je veux faire. Mais je n'ai pas besoin de passer par un logiciel tiers, et surtout très intéressant, c'est que je vais pouvoir exporter en fait ce tableau-là avec au format Excel ou un autre format selon le logiciel qui va récupérer ces informations. Et la dernière partie que je voulais vous montrer, et je m'arrêterai dessus, non j'en ai deux, mais ça va être très très vite. Et ici, je vais montrer aussi, dans ces documents, j'ai des vues, j'ai des mises en page. Je dois pouvoir faire des publications. Il y a quelqu'un qui va me demander de faire un PDF, il y a quelqu'un qui va me demander de faire un DWG. Donc, je vais recourir à la commande de publication ici dans Vectorworks, où je vais pouvoir lui dire, eh bien, en fait, par exemple, le plan du R2 que vous avez vu tout à l'heure,
qui est là, par exemple ici, je ne sais plus où il est, niveau 2, eh bien, je vais pouvoir produire ici un PDF. En même temps, je vais faire un DWG. Oui, je l'ai fait 2 fois, pardon. Je vais faire un PDF. Et puis, je vais créer ici une image bitmap. Et en fait, ça va me permettre de faire ce qu'on appelle un traitement par lot. Et donc, je vais avoir ici pour chacun des paramètres que je vais pouvoir identifier. Et je vais lancer la procédure et il va me créer autant de documents que j'ai souhaité. Alors, tout ça groupé dans un dossier, j'imagine. Chaque en fait, type de fichier dans un dossier à part. Alors, le problème qui va se poser, c'est pas tellement pour les tableaux, pour le reste, mais quand on va créer des images qui ont un calcul extrêmement long, eh bien, ça risque de manger toutes les ressources de l'ordinateur. Donc, je vais pouvoir faire en fait un export sur le cloud et demander en fait que tous les calculs que je dois faire soient faits à l'extérieur pour que je puisse continuer à travailler sans utiliser le processeur. Tu délègues ton calcul. Absolument. Voilà. Et je terminerai la présentation sur les rendus, puisqu'on peut faire dans Vectorworks, bien entendu, des rendus. Alors, j'en ai ici un petit exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Puisque Vectorworks va intégrer un module de rendu qui s'appelle RenderWorks et qui est en fait un module de rendu intégré. Mais je peux utiliser beaucoup de modèles de rendu. Je vais pouvoir faire des rendus filaires à main levée. Je vais faire des rendus avec des matériaux, sans matériaux, etc., avec des ombres, pas d'ombre. J'ai plein de modules ici qui vont me permettre de faire du rendu. Donc ça, vous en avez un exemple ici. J'ai du rendu ici. J'ai plusieurs modes avec des rendus basse définition, très haute définition. Et j'ai surtout un très, très beau rendu ici, c'est celui qui s'appelle Maquette blanche. Et je vais terminer avec ce rendu ici. Oui, voilà. Voilà. Alors, c'est un rendu qui est assez prisé en fait des architectes. Et c'est un rendu qui a été réalisé par Adam qui est derrière moi. Et ce serait une belle entrée en matière pour lui succéder la présentation. Bah, écoute, avec quelques petites minutes de retard, mais voilà. On va nous en excuser. Voilà. Bah, écoute, merci Philippe pour cette démonstration assez large, assez complète des possibilités de Vectors, donc la version architecture. Oui. Et puis, on te reprend peut-être tout à l'heure s'il y a des questions qui se posent là avec plaisir. dans le chat. Oui. Et puis, on va laisser la parole à ton collègue Adam. Ok, donc là, tu nous présentes la version Spotlight. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette version Spotlight par rapport à la version architecture? Le temps que ça charge, je vais donc vous présenter le module Spotlight, en fait, qui est destiné au spectacle, enfin, du moins au métier du spectacle et de l'événementiel. Du coup, on n'est peut-être pas sur la bonne vue pour commencer. Voilà. Et oui, donc c'est en fait tout un pan en fait de Vectorworks, à savoir Vectorworks en fait propose des outils dédiés à la fabrication de plans techniques et de rendus en fait pour les différents métiers du spectacle, à savoir la lumière, le son, la vidéo, les différentes branches de production, si jamais il devait y avoir de la fabrication ou la gestion en fait de mobilier ou autre matériel. Donc, pour être clair, on utilise la même base de calcul Vectorworks, mais avec des trousses à outils. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on garde le cœur en fait du logiciel, toute la partie fonctionnelle, on va dire, de la base de Vectorworks est la même. Par contre, on va avoir en supplément des outils supplémentaires qui sont complètement dédiés. D'ailleurs, en fait, rapidement, ce que je peux vous présenter ici, en chargeant donc ma configuration dédiée à Spotlight. Voilà. On va voir donc qu'on va changer d'environnement. Et de fait, c'est un petit peu ce que nous disait Philippe tout à l'heure dans sa première présentation. Donc, on se retrouve avec un environnement de travail un petit peu différent. Complètement. Et donc, ici, tu as des outils dédiés à... Comme on le voit ici, j'ai gardé les outils de base qui font en fait... on retrouve en fait qui sont communs à tous les métiers, on va dire, ou toutes les parties du logiciel. Par contre, ici, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle trousse, une nouvelle trousse d'outils qui sont en fait spécifiques à Spotlight, où on va donc retrouver les différentes catégories. Donc là, ça concerne les projecteurs. On peut voir, si je clique bien sur l'icône, voilà. Ici, la partie structure, accroche, et ici la partie son, vidéo, scénique, etc. Alors là, on va retrouver, on va dire, une trousse architecture
on garde quand même quelques outils architecturaux pour pouvoir construire l'environnement. Okay. Mais je dirais que c'est les outils principaux. J'imagine. On a, on va dire, dans Spotlight, on a certains outils architecturaux. On n'a pas tous les outils. Je ne peux pas faire de toit, par exemple. Je vais être limité sur certaines fonctionnalités d'outils. Par contre, je vais avoir les outils principaux, à savoir mur, fenêtre, pour pouvoir, je veux dire, constituer mon environnement. C'est-à-dire que c'est bien en fait de pouvoir faire le plan technique, mais c'est vrai que si jamais je veux présenter mon projet avec différents rendus, par exemple, c'est bien aussi d'avoir les murs, enfin du moins les constituants environnementaux. Donc, en ce qui concerne Spotlight, ce que je voulais éventuellement vous proposer, c'est de m'accompagner sur la construction, on va dire, d'un projet, et puis en suivant que je puisse vous montrer un peu, je veux dire. On part d'une feuille blanche ou Ouais, c'est ça. D'accord. Allons-y. Donc, pour commencer, ce que je voulais vous parler, c'est, je dirais, de la façon en fait dont on travaille sur Spotlight. Alors, on pourrait effectivement travailler à l'ancienne, à savoir aller chercher des symboles, des objets, on va dire, tout faits, et pouvoir les placer sur le dessin. Mais Vectorworks propose bien mieux que ça, en fait, en ce sens que, par exemple, pour le coup, ici, je vais commencer par mettre un élément de structure pour pouvoir faire la base de mon accroche, quoi. Donc, je vais aller chercher mon outil pont qui va me permettre en fait de placer un élément de pont sur le dessin. Et c'est parti. Donc je trace mon pont. Alors le truc c'est que j'ai mon outil mais j'ai pas sélectionné en fait mon symbole. Enfin, l'élément qui va me servir en fait. Donc je sélectionne mon pont. Et donc je trace mon élément de pont. Et là je suis pas à la bonne échelle. C'est la mise en page. Oui. Donc, c'est pas là que je vais aller. Je vais peut-être le faire dans un calque, c'est mieux. Alors, mettre là. Et voilà. Donc. OK. Ouais, je vais me mettre là. C'est mieux. Donc. Non, ça c'est bon. Je vois rien non plus, moi. Je vois rien non plus. Voilà, merci. Donc, me voilà dans ma page, je vais recommencer. Je prends mon élément de pont, je prends l'élément de pont qui m'intéresse. Je trace. Et donc, mon pont se dessine. Alors, le truc intéressant, c'est que là, ce qu'on voit ici, si jamais je voulais raccrocher un deuxième élément, c'est qu'on a des guides en fait d'accroche. C'est-à-dire que contrairement aux objets classiques qu'on devrait positionner en 3D, enfin 2D ou 3D, ici j'ai le Vectorworks comprend en fait que c'est un élément de pont et du coup il me propose de raccorder en fait mon deuxième élément par rapport au premier par le biais de guide. Des points remarquables en fait. Voilà, et même mieux que ça puisque en fin de compte ici je vais pouvoir faire ma construction relativement rapidement. D'ailleurs, je voulais éventuellement attirer votre attention sur l'objet, enfin la palette info-objet ici, qui reconnaît donc l'élément, hein, à savoir ici c'est un pont, et il me donne les différentes caractéristiques qui sont le type de symbole utilisé, la marque du pont, la référence, sa longueur, etc. Et tout un tas d'éléments en fait qui vont me servir, ou du moins qui vont servir peut-être un peu plus tard pour effectuer les calculs. Alors là j'ai fait donc un tracé 2D, hein, mais l'élément, en fait, il existe en 3D. En fait, c'est des entités plus que des objets 3D. D'accord. C'est des entités, on va dire, à part entière. Et là, pour le coup, Vectorworks, en fait, reconnaît le système, hein, puisque ici, je vais pouvoir lui demander, par le biais de différentes fonctionnalités, enfin de fonctions ici, de, par exemple, sélectionner ici tout le système, enfin tout le système raccordé, par exemple.
Et là, donc, il a reconnu en fait tous les éléments qui étaient raccordés au système. Là, ce système-là, par exemple, je vais pouvoir lui dire, en sélectionnant un des éléments, de changer sa hauteur, par exemple, directement. C'est-à-dire que là, si je regarde ici, je suis à 0, hein, je suis au sol, en fait. Je vais pouvoir lui dire, bon, le système, en fait, il est à... Alors, je ne vois rien. Je suis désolé. Modifier la hauteur. Ici, je vais lui demander, alors soit en relatif, soit en absolu. Là, en absolu, c'est facile. Hein. Je vais me mettre à 6 mètres. 6 mètres. Je suis en millimètres, hein, mais c'est pas grave. Oui, d'ailleurs, Philippe nous l'a montré tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, mon système, en fait, va monter à 6 mètres. Voilà. Alors, donc là, en fait, tout ça pour vous dire que c'est un moyen simple, en fait, de faire sa construction. Là, on peut éventuellement donc revenir en 2D et je voulais éventuellement vous montrer ce que ça peut donner sur un, je veux dire une fois qu'on a terminé, hein, à savoir dans mes vues, où voilà, ici, alors je vais revenir, je vais quand même effacer mon, je vais effacer ça, parce que sinon ce ne sera pas joli. Et donc, je vais vous éléments, voilà, un montage en fait de structure une fois qu'on a terminé. C'est plus complet, mais c'est pas plus complexe en fait, dans le sens où là, j'ai avancé dans le temps. J'ai simplement en fait monté en fait mon système. Et donc, je vous le présente une fois qu'il est terminé. Ce qu'on peut éventuellement regarder, c'est aussi par rapport à l'installation des moteurs, par exemple. Donc, ma structure, j'ai besoin de l'accrocher. Pour ça, j'utilise des moteurs. Les moteurs, donc je vais les retrouver, les moteurs treuil, je vais les retrouver en fait dans mes outils. Le placement d'un treuil, il se fait tout aussi simplement. Hein. Je sélectionne mon outil, je sélectionne mon type de treuil. Voilà, j'en ai quelques-uns ici dans mon dessin. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et donc, j'ai plus qu'à venir. Alors là, c'est pareil. Hein. Vectorworks me propose le guide d'accroche parce que forcément, du coup, il va aller chercher un élément, enfin, un point pour pouvoir s'accrocher. Okay. Et de fait, donc je le renseigne en fait sur sa hauteur par le biais des préférences et je pose mon moteur. Et donc là, on va regarder un peu ce que ça donne en 3D. Et donc, Vectorworks, en fait, m'a accroché mon moteur sur le pont avec sa hauteur d'accroche. Je peux lui demander éventuellement de rajouter en fait ce qu'on appelle nous des élingues en fait de tour de pont, puisque du coup en fait le moteur il y a un crochet, il va falloir raccorder en fait la structure au crochet. Et de fait, ici, je vais demander à mon treuil, dans ces différents paramètres, de sélectionner un objet complémentaire, si je comprends bien. Voilà. Alors, je ne sais pas là-dedans. Et là, forcément, j'ai Cable Pick. Non. Je vais peut-être le chercher dans mon document. C'est peut-être plus facile à trouver. Alors, Hoist. Et je ne le trouve pas. C'est magnifique. Je le trouve pas. Structure. Voilà, il est là. Ok. Et donc là, on va voir que ça va se raccrocher direct, en fait. Voilà. C'est le gros intérêt de ce principe, en fait, c'est que j'ai pas besoin, moi, d'ajuster quoi que ce soit. Vectorworks fait l'objet, c'est automatiquement adapté à... Là, le truc, c'est que voilà, le treuil, en l'occurrence, il a donc une capacité de levage qui est indiquée, en fait, par l'objet en lui-même. Donc je spécifie sa hauteur, je spécifie en fait son point, et plus tard, par le biais d'un module additionnel qui est Braceworks, je pourrais en fait calculer la charge du système en fait, et éventuellement évaluer la tension sur le moteur, à savoir si mon système tient ou s'il peut être dangereux. Voilà. Donc, alors là en fait, on a vu la partie, on va dire, voilà, structurelle, et donc
en termes de représentation, on va pouvoir passer donc à la partie fonctionnelle, à savoir accrocher de la lumière en dessous, par exemple. Donc, je vais revenir en fait sur mon plan 2D. Je vais alors peut-être revenir carrément sur ma vue, sur ma première vue et remettre un bout de pont, juste histoire de vous montrer. Bon, c'est pas grave, il est de travers, mais c'est pas très grave. L'idée, en fait, c'était de vous montrer, on va dire, comment ça se passe dans un montage. À savoir, donc là, je vais aller sélectionner un projecteur par le biais de l'objet, toujours. Okay. Je vais aller chercher. Donc, tu vas puiser dans ta bibliothèque un objet qui t'intéresse. Un objet simple, voilà, projecteur. Et là, c'est toujours pareil, j'ai mes guides. Donc là, le projecteur, je peux l'accrocher dès qu'il va détecter de la matière. Alors, un clic pour le poser, un deuxième clic pour l'orienter, il est posé. Si je regarde en 3D, j'ai mon projecteur qui est accroché à la structure. Alors là, c'est pas tellement réaliste parce qu'il n'a pas de crochet. Donc là, je vais y remédier rapidement. C'est que je vais demander ici, en termes d'accessoires, à lui rajouter un crochet, par exemple celui-là. Et là, en fait, vous voyez, si je passe dessus, il passe en surbrillance. Il y a un magnétisme automatique. Voilà, le truc, c'est qu'il va reconnaître le projecteur. Je colle mon crochet dessus et le crochet s'accroche au pont, voilà, directement. C'est-à-dire que là, je regarde en mode OpenGL, ce qui sera mieux. Voilà, là, il est bien sur le pont, c'est propre en plus. Alors, hop, raté. Alors. Et donc, mon projecteur est accroché. Le truc intéressant, c'est que là, le projecteur, il est tête en bas. C'est comme ça qu'on les monte. Maintenant, pour ce qui est du réglage, j'ai moyen, je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai moyen, effectivement, de procéder au réglage. Et de fait, le projecteur va s'orienter en 3D. D'accord. Mais ça, on le verra tout à l'heure. En fait, on va juste avancer dans le projet. Donc là, voilà, en fait, en termes de principe de montage, on n'a pas spécialement besoin de savoir dessiner. On a juste besoin, en fait, de savoir comment monter son système. Voilà. Et donc, on a accès à tous nos outils de façon à pouvoir arriver à nos fins, en fait. Alors, un truc intéressant en ce qui concerne la partie technique, parce que je dirais que dans un plan technique, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir documenter, on va dire, ces plans. Et de fait, l'idée, en fait, là, je vais revenir sur ma partie structure, c'est de pouvoir, effectivement, ici, documenter. Donc là, j'ai ma structure, mes moteurs, et je suis venu rajouter des étiquettes qui, en fait, vont me donner tout un tas d'informations, en fait, sur mes éléments. À savoir, là, ce qui m'intéresse, c'est la capacité, la hauteur d'accroche, la référence, en fait, au niveau du positionnement, de façon à pouvoir, on va dire, marquer mes points, en fait, tout simplement. Quand je vais donner, en fait, le calque aux techniciens qui vont faire le montage, il n'y a aucune équivoque, en fait, sur l'endroit où ils vont poser leurs objets, quoi, dans la vie réelle. Et de fait, ces étiquettes, on a plein d'étiquettes personnalisables dans le logiciel, mais là, pour le coup, j'ai choisi, moi, de proposer les miennes, tout simplement pour vous montrer qu'esthétiquement, chacun fait un peu comme il veut, style. Voilà. D'accord. Là, on voit, par exemple, que j'ai différents types de moteurs par le fait que on a des sigles différents. Qui correspondent ici à des moteurs 500 kg, des moteurs 1 tonne, parce que j'aurai sûrement du poids ici, un poids important, on va dire, à supporter par rapport à cet élément-là, à cette ligne de pont ici. On va donc rapidement ici. Donc j'ai choisi, en fait, de vous montrer uniquement la partie moteur, puisque je dirais que c'est deux phases différentes. On a la partie accroche de la structure, enfin la partie moteur et la partie structure, qui sont deux étapes différentes dans le montage. Et donc forcément, je dirais que j'ai besoin de produire moi des représentations différentes pour plus tard. Mais là, on voit qu'avec l'agencement différent des classes,
je peux me permettre d'afficher. Ce que tu fais comme Philippe tout à l'heure. Exactement. Tu utilises des notions de classe pour tout filtrer. à fait. D'accord. Et donc, on va passer à la documentation, en fait, par le biais des tableaux. Donc là, ce que j'ai fait en termes de documentation, c'est que j'ai listé, en fait, tous mes moteurs, de façon à pouvoir, on va dire, d'une part les identifier, mais aussi les comptabiliser et éventuellement pouvoir avoir des coordonnées. Alors là, on voit qu'effectivement, on a des capacités, on a des forces qui viennent s'appliquer. Ces forces sont calculées par Braceworks, par exemple. Donc là, on est à 0 kN parce que j'ai pas effectué de calcul dessus. Mais je dirais que quand le projet sera un peu plus avancé, je pourrai effectuer mes calculs. Et donc, les forces, en fait, les différentes charges viendront s'implanter en fait dans le tableau, puisque le tableau est dynamique. Et donc, je pourrais donner en fait toutes les informations nécessaires aux techniciens. Et donc là, j'ai deux représentations différentes en fait de ce qu'on peut faire avec les tableaux, à savoir ici j'ai une liste et ici j'ai un inventaire des différents éléments de structure. Donc c'est simplement pour vous montrer que c'est pareil, les tableaux sont personnalisables. On peut utiliser ceux qui sont proposés par le logiciel, mais on a tout à fait moyen en fait de les paramétrer de faire les nôtres en fait. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment limité, parce que là, on parle de la structure uniquement, mais quand on va commencer à aborder la partie projecteur, la partie audio, la partie vidéo, tout le matériel en fait qu'on utilise, on a aussi besoin en fait, je dirais, d'afficher des informations qui ne sont pas forcément des informations concordantes entre les différents objets. Et donc, voilà pour la partie tableau. Donc, je vous ai rapidement montré tout à l'heure les projecteurs. Là, j'ai fait mon implantation projecteur. Voilà. Donc, on les voit en couleur, là, effectivement. Exactement. Alors, pourquoi on les voit en couleur? Tout simplement pour représenter les types différents. Parce que c'est beaucoup plus simple, je dirais, pour les gens qui montent, de pouvoir se repérer en fait par type de projecteur. Et donc, on a l'habitude, nous, en fait, d'utiliser les couleurs, par exemple, pour représenter différents types de projecteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos métiers, le matériel, je dirais que le renouvellement de matériel est fréquent. À savoir… des collections, je veux dire. Ça change beaucoup. Pour une marque donnée, je dirais que tous les ans, on a 2 à 3 références qui sortent par marque. Et de fait, on est très dépendant des bibliothèques. Du coup, on a besoin, nous, en tout cas en spectacle, c'est peut-être pas forcément le cas en archi, mais en tout cas pour Spotlight, on a besoin d'être à jour en bibliothèque. Donc, on fait comme nous l'a montré Philippe tout à l'heure, voilà, une bibliothèque en ligne qui te permet d'avoir… Alors, la bibliothèque, elle est, je dirais, maintenue à jour par Vectorworks par le biais du logiciel, mais elle est aussi fournie pour les gens qui… Alors, on propose un contrat d'assistance technique qui permet en fait aux utilisateurs Spotlight de faire non seulement d'avoir des mises à jour rapidement, puisqu'en fin de compte, sinon il faudrait attendre les mises à jour de Vectorworks. Donc non seulement par le biais de la bibliothèque premium d'avoir des mises à jour beaucoup plus rapidement, et deuxièmement on permet aux utilisateurs en fait par le biais du contrat d'assistance de pouvoir demander des projecteurs s'ils n'étaient pas présents dans la bibliothèque. D'accord. Et de fait, les utilisateurs en fait vont retrouver dans la bibliothèque premium une liste de souhaits en fait. Effectivement, la demande, c'est-à-dire que Vectorworks répond à la demande. Vous avez besoin d'un type de projecteur précis. Il n'est pas présent dans la bibliothèque parce que le projecteur est très récent. Voilà. De fait, vous en faites la demande. On a des formulaires pour ça. Et Vectorworks vous fournit le projecteur, en fait. Voilà. Nous, en fait, je fais vraiment l'accent dessus. On est vraiment dépendant en fait des bibliothèques. Une force. Et donc effectivement, là, la ressource, elle est primordiale en fait. Et de fait, si je vous montrais ce qu'on a, par exemple, ne serait-ce que pour les projecteurs, je vais rester sur les projecteurs. C'était ma partie, on va dire, dans une autre vie. Voilà. Et donc voilà, ça c'est
alors là, on voit que les marques. Hein. D'accord. Ça, c'est ce qu'on propose en termes de projecteur en mode générique, quoi, en mode de base. Voilà, je peux descendre. Hein. Ok, effectivement, il y a une belle liste. Voilà, et de fait, et dans chaque marque, j'imagine que tu as plusieurs modèles de projecteurs. Exactement, c'est-à-dire si je devais rentrer chez IN, par exemple, bon bah voilà, il y en a un certain nombre. Alors voilà, par exemple. Okay. Donc voilà, c'est assez fourni, mais c'est un vrai besoin pour nous. Et ces projecteurs, j'imagine qu'ils embarquent des informations type poids. Exactement, c'est-à-dire que ou autre info qui ces objets, sur ton projet, quand on les regarde, en fait, pas inertes, je veux dire. C'est pas simplement des objets 3D. Là, on va dire, l'équivalent d'un symbole 2D, 3D, c'est-à-dire qu'il a une représentation graphique en 2D pour la partie plan, une représentation graphique en 3D pour la partie environnement, et tout un tas de données qu'on voit ici, qui sont en fait qui sont des bases de données qui sont affiliées en fait au fabricant, quoi, à l'objet. Et effectivement, on a différentes informations. Alors ces informations, je dirais que c'est des informations de base, mais c'est pas figé en fait. C'est-à-dire que si on avait besoin de rajouter nos propres informations, une variable, on peut dire ça. Exactement, on a moyen effectivement de raccorder nos bases de données propres et pouvoir constituer nos bibliothèques propres d'éléments. Alors, hop. Alors, une fois qu'on y est, une fois qu'on en est là, donc on va dire, fait sa construction. Nous, ce qu'on a besoin, je dirais que ça va être de raccorder tout ce matériel ensemble. D'accord. Par des câbles, j'imagine. Par exemple, et de fait, on va avoir aussi besoin, je veux dire, de faire une numérotation, de faire ce qu'on appelle le patch au niveau du raccordement, ou du moins du raccordement du contrôle, hein, et éventuellement du raccordement électrique. Pour ça, j'ai besoin de documenter, en fait, de numéroter mes projecteurs, etc. Pour le coup, je ne sais pas à quelle heure on a commencé. Eh bien, écoute, tu as encore voilà, une petite dizaine de minutes devant toi. Parfait. Donc là, rapidement, j'ai la possibilité, par le fait de la numérotation, alors je vais aller rapidement ici, de pouvoir choisir mon critère de numérotation, de pouvoir lui dire, bon, voilà, quel type de numérotation je veux avoir, de pouvoir donner des incréments plus ou moins différents, à savoir que pour la partie électrique, ou du moins de contrôle, je vais devoir avoir des incréments par bloc. Donc, je vais avoir besoin de spécifier les différents incréments. Le truc, c'est de numéroter directement. Donc là, je vais demander non pas des treuils, mais des projecteurs. Projecteur. Voilà. Je vais demander à numéroter le circuit, par exemple. Je vais demander qu'il commence à 101, par exemple. Okay. Sur ID ou circuit, les deux. Alors là, je vais numéroter les deux en même temps. Ok. Et donc, du coup, je vais dire ici, alors, j'ai pas mis les étiquettes, mais je les mettrai après. Pour que ton résultat apparaisse. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je vais. Voilà. Est-ce qu'il apparaît? Alors, on y est là? Ouais. Et j'ai toujours pas les étiquettes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas les étiquettes? Tag. Parce que j'ai pas les étiquettes. Alors, bon, je vais le faire une fois. Voilà. Ok, donc on voit que tu es en train de numéroter tes objets. Voilà, c'est facile, c'est-à-dire que là, en gros, j'ai juste à choisir ma numérotation. Alors, j'ai plein d'autres moyens. Hein. Là, c'est le moyen le plus simple. Donc, je sors, voilà. Et donc, voilà, mes projecteurs ont leur numérotation, j'ai donné une affectation. Je vais pouvoir, grâce à ces numéros, en fait, grâce à cette numérotation, pouvoir patcher en fait mes projecteurs par le biais du patch. Donc là, normalement, une grosse partie qui est patchée, j'avais commencé à faire le travail. Hein. Mais voilà, je veux dire qu'on a une boîte en fait qui est très ergonomique en fait, qui permet de faire un patch relativement simplement et rapidement. Et je dirais que pour un ancien
a fait de la console, je peux vous dire que c'est agréable en fait d'avoir ce genre de boîte qui permet d'aller vite en fait dans le patch. Patcher, ça veut dire raccorder les circuits de contrôle, c'est-à-dire que les projecteurs, c'est des projecteurs qu'on contrôle à distance par le biais d'une console. Et j'ai besoin en fait, donc ils ont plusieurs paramètres de contrôle. Un projecteur peut contenir jusqu'à 60 paramètres, enfin, pour certains. Tout ça, tous ces paramètres-là, j'ai besoin de les contrôler par le biais d'une console, donc à distance. Et j'ai besoin d'indiquer à la console le lien. Le lien, en fait, l'adresse du projecteur. Et donc, il faut que je fasse le lien, moi, dans le projecteur. C'est-à-dire qu'il faut que je dise, bon, bah voilà, ce projecteur-là est à telle adresse, de façon à ce que je puisse le retrouver à la console, sinon ça ne marche pas. D'où la numérotation que tu as choisie. Exactement. Alors ça, c'est une étape cruciale pour nous. Et on a besoin de le représenter effectivement, puisque ça se fait dans le montage. Vous vous doutez bien que tout ce système est au sol, au montage, mais après il est en l'air, à 6 mètres, 8 mètres, 12 mètres. Donc on peut plus rien changer. Donc à partir du moment où il est en l'air, on n'a plus accès. Et c'est pour ça qu'on a besoin de préparer beaucoup en amont. Et de fait, je dirais qu'on a besoin de donner beaucoup d'informations à la base. On va avancer un peu plus loin. Alors, j'ai double-cliqué. Je suis désolé, mais je suis... C'est un peu loin de l'écran. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc, on va vous montrer le projet tel qu'il est, on va dire, une fois qu'il est monté. Donc, une fois qu'il est monté dans l'espace, tu vas dire. Voilà, là, on le voit en 3D. Alors, donc, j'ai représenté les projecteurs au sol et les projecteurs en l'air. Donc là, on voit que les projecteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont orientés, en fait. D'accord. Et de fait, ça c'est, je veux dire, pareil, une fonctionnalité en fait de Vectorworks qui me permet, je veux dire, de spécifier des points, ce qu'on appelle les points de focus, qui me permet de préparer aussi mon plan de réglage, si vous voulez. Et du coup, en fait, on va dire que ça s'apparente plus à de la simulation. Mais pour le coup, Vectorworks oriente mes projecteurs réellement en 3D. Et ça va me servir en fait plus tard en fait pour éventuellement faire des calculs photométriques ou pouvoir représenter mes faisceaux, en fait mes faisceaux de lumière en fait dans les rendus. J'ai terminé, on va dire pratiquement avec la partie projecteur. On va pouvoir rapidement regarder que en fait ça marche aussi pour l'audio, c'est-à-dire que là je m'adresse pas seulement on va dire aux gens de la lumière, je peux m'adresser aux gens du son, je peux m'adresser aussi aux gens de la vidéo. Donc là j'ai mis un écran qui est effectivement sous-perché ici. C'était voilà pour la partie technique. Là il n'y a qu'un seul moteur, dommage. Bon bah ça c'est les aléas. C'est surtout les aléas du fichier. De l'informatique, tu peux le faire tenir qu'avec un seul moteur. Non, bien sûr. Ouais. Donc là, ça ne marchera pas, bien sûr. Mais bon, au départ, il y en avait 3 ou 4. Je vais rajouter la scène. Voilà. D'accord. Donc ça, si je comprends bien, c'est des objets Vectorworks. Exactement. Tout ce que je vous montre, tout à fait. Dans une bibliothèque. C'est des outils, à savoir ici, j'ai effectivement les outils scéniques. On n'a pas fini. Je veux dire, on peut rajouter. Alors là, j'ai une vue de face. On va rajouter les rideaux, rideaux de scène. Donc tout ça, pareil, c'est de l'objet paramétrique. On va rajouter, qu'est-ce qu'on rajoute encore? Alors là, j'ai fait une vue en blanc, histoire de voir un peu, parce que tout en noir, c'est voilà. Je vais rajouter la salle. Quand il veut. Voilà, merci. Alors là, j'ai enlevé les murs, parce que sinon, on ne verra plus rien. Mais pour le coup, alors la salle, ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie publique. Donc c'est pareil, j'ai un outil aussi pour placer faire chaises, mon public. Alors chaises allées aussi, et numérotation des chaises, des rangs et des voilà. Et donc là, en fait, j'ai rajouté des petits éléments de décor qui sont pas vraiment des éléments de décor, c'est des éléments qui servent. Ça rentre dans les nomenclatures, puisque si on oublie, si on ne met pas dans la liste, il sera pas sur le. D'accord, donc tu as un côté logistique, un côté préparation qui est, tout à fait. Qui est indispensable et voilà. Au projet. D'accord. Et donc, alors j'en étais.
On m'avait dit que la machine, c'était une bête de course. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Ah, monsieur est exigeant. Oui, alors Spotlight est un peu plus exigeant, peut-être un peu plus exigeant, voilà, en termes de ressources que les autres modules, enfin, en tout cas que le module architecture. Okay. Pendant ton calcul, j'ai une question de Stéphanie, oui. Qui t'a vu partir d'une page blanche, mais elle te demande si tu peux importer un fichier PDF ou DWG. Ah, mais complètement, je veux dire, ce qu'on a vu, en fait, alors c'est vrai qu'elle a peut-être pas vu la partie architecture, voilà. Ouais. Mais en fait, on garde, alors je vais vous montrer quand même les formats d'import. On fait même mieux que d'importer le DWG. Hein. On peut importer aussi, on a un format à nous qui s'appelle le format MVR. Ah, d'accord. Je veux dire propre à votre métier. Voilà, c'est-à-dire que c'est un format qui est, on va dire, qui est assez intéressant dans le sens où c'est un format de description, en fait, un peu comme le format IFC pour le BIM. D'accord, pour le bâtiment. Et qui, en fait, intègre un autre format qui est le format GDTF, qui est un format qui décrit les projecteurs et les différents éléments, en fait, qu'on va importer. De fait, le format MVR, lui, ne s'occupe que de la partie 3D. Et va intégrer le format GDTF qui, lui, est un format de descripteur de produits, des éléments. Et de fait, par ce format-là, je vais pouvoir importer, que ce soit dans Vectorworks, dans d'autres logiciels en fait, de visualisation, ou même dans ma console, le même fichier en fait. Très bien. Du coup, voilà. Donc on répond oui à Stéphanie, pas seulement du plan en 2D, mais aussi d'une maquette 3D enrichie d'informations qui sont les composants de ton projet. Tout à fait. De fait, mon projet fabriqué sur Vectorworks me permet, sans aucune manipulation de ma part, s'il est bien fait et si j'ai été jusqu'au bout, on va dire, de ma démarche technique, de pouvoir, on va dire, importer le fichier dans ma console sans rien toucher. En fait, j'aurai tout, on va dire, mon setup console, c'est-à-dire que la console sera préparée si j'ai bien fait mon travail en amont. J'ai rien à faire en fait, et donc ça me permet de gagner beaucoup de temps, on va dire, en exploitation, quoi. Ok. Écoute, Adam, merci pour cette présentation assez exhaustive. On est un peu pris par le temps, donc. Ouais, je termine rapidement par le rendu, parce que quand même, c'est un point important. Voilà ce que ça donne en rendu. Alors là, juste pour vous dire que je n'ai utilisé que les outils de Vectorworks et le plan, le rendu, en tout cas, ce n'est pas un rendu qui a été, on va dire, fait par des graphistes, je veux dire, dans un esprit graphique, si vous voulez. C'est un rendu qui a été fait à partir des éléments techniques. C'est-à-dire que j'ai pris mon plan technique, j'ai fait une représentation de ma technique, en fait, et voilà ce que ça donne. Donc là, la seule petite chose que j'ai fait, c'est que j'ai donné un peu plus de lumière d'ambiance, parce que sinon, comme on serait dans le noir, on verrait pas, on va dire, les détails des basses lumières, on va dire. Et du coup, bah voilà, en fait, un rendu de mon projet, on va dire, réaliste, quasiment réaliste. En mode réaliste, voilà. D'accord. Merci à vous deux, Philippe et Adam. Juste pour terminer, je voulais vous indiquer que de notre côté, on distribue le logiciel Vectorworks dans ces deux versions et même les autres, vous le savez bien, mais on organise aussi des formations, notamment pour la partie architecture et la partie Spotlight. Alors, sur la partie architecture, ça se passe dans nos locaux. On est implanté sur 3 sites, Paris, Nantes et Lille. Pour une initiation à l'usage de Vectorworks en 2D et 3D, c'est ce qu'on appelle la maquette numérique, il faut compter 5 jours de formation. Alors, c'est des formations qu'on peut faire en présentiel, c'est-à-dire dans cette salle de formation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mais aussi à distance, puisque vous voyez, on peut partager un écran et prendre la main sur des ordinateurs à distance. C'est des formations qui sont remboursées par vos cotisations OPCO, donc ça c'est important. Toutes les entreprises, notamment les agences d'architecture, vous cotisez tous les ans à des cotisations pour la formation professionnelle, donc ça rentre dans ce cadre. Et on a un parcours graduel comme ça, avec une formation d'initiation pour la version architecture de 5 jours. Mais pour les déjà utilisateurs, on a
3 jours qui consistent plutôt à la partie 3D du logiciel et notamment marqué pour le côté bâtiment et BIM. Pour ce qui concerne Spotlight, on travaille en collaboration avec Oliverdi. Olivier, tu es derrière moi. Voilà. Donc, effectivement, toi, tu es un centre de formation. Exactement, en région parisienne. Voilà. Je suis un organisme de formation, pareil, comme toi, on est Calliope. Du coup, nous, c'est pareil, elles sont prises en charge par les OPCO. Et nous, on est spécialisés dans les métiers techniques du spectacle et de l'événement. On fait des sessions sur 5 jours, 10 jours, présentiel, hybride, à distance aussi. La particularité chez nous, c'est qu'on fait des formations qui sont assez pointues techniquement et on peut avoir des niveaux initiation, niveau 2, masterclass. Voilà, donc c'est vrai qu'on est plutôt sur des techniques un petit peu particulières, mais on utilise Vectorworks, c'est notre logiciel mère, on va dire, tout part de Vectorworks. Voilà, c'est vrai que on est dans un métier très collaboratif chez nous, donc on est obligé d'échanger énormément avec différents corps de métier et Vectorworks a cette force de pouvoir faire de l'import et de l'export. Si voilà, c'est une vraie moulinette à import-export. On va pouvoir centraliser notre projet dedans et pouvoir enfin donner une véritable conception de l'événement au client, à la technique et pouvoir renvoyer toutes ces informations à tous les collaborateurs sur différents softs. Et il est vrai voilà, que c'est dans notre métier, on est très collaboratif. Et c'est pour ça que je suis venu te voir aussi, te soutenir. Merci, et bravo pour tes locaux. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie pour votre présence à distance et puis pour les participants pour cette présentation. Et je vous dis à bientôt puisqu'il y a une prochaine présentation dans moins d'1 heure là, sur l'ensemble de nos formations. Merci, à bientôt.